Voilà, samedi 3 décembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir. Le plaisir réel pour nous de vous avoir nombreux en train de suivre ce maîtresse de télévision, spécialement sur son plateau de journaliste Congo Presse. Même énergie, même force, même détermination pour vous informer, mais aussi discuter sur des questions essentielles qui ont bouger l'actualité pendant cette semaine avec des journalistes comme d'habitude. Nous allons d'ailleurs tout à l'heure commencer cette émission. Mais avant tout, il faut quand même qu'on puisse rappeler ici que la République démocratique du Congo, notre pays, est en guerre. Étant donné que nous sommes en guerre, nous, en tant que patriotes, nous avons l'obligation de défendre chacun à ce qui le concerne, défendre ce pays jusqu'au sacrifice suprême. Parce que sans le pays, je me demande où est-ce que nous allons même animer ces émissions. Parmi nos voisins, chez le voisin, des émissions comme Congo Presse et tant d'autres ne sont pas animées parce qu'il n'y a pas la liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie, il n'y a que la dictature. Malheureusement, ce sont des pays qui sont sous une dictature suprême et qui commencent à donner des leçons à la République démocratique du Congo, des leçons de démocratie. Est-ce que ça vaut la peine d'en débattre? Raphaël Odoumbé, bienvenue à Semel 13 Télévision. Merci. Un petit biscuit? Il y en a. Allez-y rapidement. Le petit biscuit, c'est continuer, être dans la continuation de ce que vous dites. Le pays est en guerre. Tous Congolais, nous n'avons qu'une seule chance, c'est de se rappeler de Cicéron pour les gens qui ont été un peu plus latinistes, qui disait que la patrie, c'est notre cadet. Vous voyez, dans la famille, posséder un cadet, c'est prendre toute la charge de la famille et mettre les yeux sur lui, parce que c'est sur lui qui repose une certaine protection assez, je peux dire, excellée. Et nous devons tous, chacun dans la mesure de ce moyen, protéger notre pays qui est en guerre. Les gens que l'on pensait qu'ils peuvent nous venir en aide après le tournée du chef de l'État sont ceux-là qui, déjà hier, nous avons vu l'Union européenne soutenir l'armée rwandaise qui, on ne peut plus se fermer les yeux, c'est une armée qui vient en aide au M23 qui est en train de tuer. Il y a un territoire de la RDC qui, dans 2 jours, il y a plus de 70 morts. Bon, on ne sait plus. On ne peut plus rejeter la faute à quelqu'un. Tous, oublions qu'on peut être opposant, oublions qu'on peut être de la majorité, soutenons-nous pour défendre le pays, parce que nous tendons vers un mal qui ne sera jamais recadré. Ben Kayembe, bienvenue, comment vous allez? Oui, je vais un peu bien parce que nous continuons dans ces systèmes où on a l'impression qu'on sacrifie à 100% la population congolaise, surtout ici à Kinshasa particulièrement. Je suis passé par... ça c'est votre biscuit? Oui, bien évidemment. J'entre directement dans les vives. Je suis passé vers Delvaux. J'ai vu des citoyens, des paisibles citoyens congolais en train de revendiquer. Je me suis approché pour savoir de quoi s'agissait-il. On m'apprend que tout près, les gens qui habitent Delvaux vont se retrouver. Vous avez Delvaux, on parle de l'avenue Kabongo tout juste en face. Il y a un espace tout près du terrain. Ça veut dire la parcelle en question est environnée. Ça veut dire les maisons d'habitation partagent un mur mutuel avec l'espace où on veut ériger la morgue. On se pose des questions aujourd'hui. Quelles sont les autorités qui sont habilitées à donner des autorisations pareilles? On a vu ça ici à Limité. On nous a dit, les propriétaires de la morgue a dit que ce n'est pas lui, ce sont les autorités qui ont donné l'aval. C'est la morgue de Djekoko. Oui, mais il a dit c'est pas sa faute, bien évidemment aussi, parce que lui a demandé l'autorisation. Quand l'État autorise, ça veut dire pour l'État, l'endroit est propice, l'endroit est bien choisi pour l'érection de la morgue. Mais maintenant, je me pose la question. Il y a à peine 2 mm qui séparent les terrains de football et ces fameuses morgues qu'on va construire. Je me demande comment les habitants vont d'abord vivre. Et il y a un monde fou qui vient participer dans des matchs et matchs là-bas. Je me demande aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer. Parce que vous le savez, là où on érige des morgues, généralement, ça devient un endroit qui fait des plans matin, midi, soir. Si aujourd'hui il y a sorti ou levé de 7 ou 8 corps, il y a un match de football et puis il y a
la population qui doit vaquer normalement dans ses occupations, il y a un petit marché juste à côté. Je me demande quel sens d'humanisme a nos autorités aujourd'hui pour autoriser des histoires pareilles. Je pense que les paisibles citoyens ont promis de revendiquer normalement et que si les autorités n'adhèrent pas dans leurs revendications, ils verront comment engager des revendications à grande échelle. On sait toujours comment ça va se passer. Vous avez vu sur Poids Lourd avec la morgue du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, on a fait des bruits et finalement il s'est imposé parce qu'il a une portion du pouvoir à Kinshasa. On s'attape de tout ce qu'il y a comme embouteillage sur Poids Lourd et voilà, cette histoire continue à indisposer les Congolais. Bon, Moïse, vous avez un biscuit. Bienvenue à Congo Presse. Merci. Merci, c'était un plaisir de revoir encore le confrère et puis de reprendre encore le plateau après un court moment. Et donc voilà, bon, j'ai pas un grand biscuit. On vous appelle déjà l'homme de Kwamoutou. Vous avez quand même l'évolution de la situation actuelle à Kwamoutou. On nous a dit qu'il y a au niveau de Maluku, il y a plus de 12 compatriotes qui sont déjà tués par les assaillants. Je me demande comment ils progressent jusqu'à Maluku. Non, le problème, c'est vous parlez encore de Maluku, c'est que même à Kwamoutou, le gouvernement a eu l'audace d'affirmer qu'il y a la paix. C'était déjà grave parce que le fait que quelqu'un vienne chasser un autre de son endroit et qu'il vient s'installer, si l'État doit appeler c'est la paix, ça inquiète. Donc ce n'est que, moi je pense que notre État, notre gouvernement excelle plus dans ce qu'on appelle enterrer de la saleté au lieu d'évacuer et puis de mettre dans la poubelle. Donc on est en train d'étouffer des choses, on prend le temps de faire la politique au lieu de gérer la société. Donc on est encore dans l'art de faire croire au lieu d'agir profondément dans différents problèmes qu'il y a dans la société. Donc le problème de Kwamoutou par exemple, c'est un problème que l'État a s'est contenté de faire de la politique au lieu de le gérer. Le problème n'a jamais été géré, ce qui fait que le problème commence à se déporter maintenant vers Kinshasa. Donc si aujourd'hui ils vont encore continuer à faire de la politique et dans l'art de faire croire, on va en subir les conséquences. Déjà qu'on a un grand problème à l'Est. Donc, il faudra encore accentuer ceux qui viennent de Kinshasa, là. Je ne sais pas où est-ce que nous, on va en finir. Donc, c'est le moment que nous appelons nos autorités à prendre un peu plus de conscience et à savoir qu'on peut se jouer de tout, sauf quand il s'agit de la sécurité. Merci beaucoup, Moïse. On va entrer directement sur la grande thématique de cette soirée. On va parler des élections parce que nous sommes dans une période vraiment préélectorale. D'ici, on va entamer les grandes dates qui ont été promulguées par le président de la CENI, Denis Kadima. Mais il est accusé de plusieurs choses. Déjà au début, je me demande qu'est-ce que ça va devenir parce que les informations en notre possession, d'ailleurs, il y a certains médias qui ont déjà publié, écrit au sujet du conflit au niveau du bureau de la CENI. Tout au début, on accuse Denis Kadima de prendre des décisions, des mesures unilatérales. Par exemple, le cas de la publication, lié à la publication du calendrier électoral, où, selon les informations qui nous sont parvenues, Denis Kadima aurait décidé seul. Et la question de la publication du calendrier électoral n'a pas fait débat au niveau de la plénière. Et que... plus loin, on dit que même certains membres du bureau de Denis Kadima n'ont pas signé la décision de rendre public le calendrier électoral récemment publié par le président de la CENI. Nous sommes en quelques mois des élections. Pour cette question, je commence par Ben Kayembe. La situation au niveau de la CENI n'est pas du tout bonne. Vous avez suivi, d'ailleurs, il y a un article, je suis tombé sur un article d'un confrère qui parle de la décision de la publication du calendrier électoral n'a pas été adoptée à la plénière de la CENI. Et donc, Denis Kadima a tout fait à partir de chez lui et il a amené la décision devant la plénière, non pour être débattu, mais faire gommer aux membres de la plénière, aux membres du bureau de la CENI, cette décision. Et lui n'a pas attendu que
le membre de la plénière réagisse ou commente cette décision. Il est passé à l'action, il a rendu public ses calendriers. Est-ce que ça ne va pas poser problème dans les jours qui viennent? Merci beaucoup. C'est l'article de alternance procédé. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est que les confrères ont décrit là-bas, je trouve que c'est encore rien ce qu'ils ont décrit là-bas. Il y a encore le pire que ça. Même si on peut concéder c'est forfait à l'unique personne qui est l'auteur, Denis Kadima, mais même si on concède ces calendriers à Denis Kadima, Kadima a tout faux, Kadima a menti sur toute la ligne. Aujourd'hui, moi je suis prêt à dire qu'aujourd'hui le sémère des troubles, c'est lui qui va nous amener dans des soulèvements populaires d'ici 2023, c'est Denis Kadima. Et pourtant il a fait l'unanimité. Il y a un moment, tout le monde, même Martin Fayulu, a cru à la procédure que Denis Kadima était en train de conduire. Mais aujourd'hui, je vais relever certaines choses. Avant de parler du calendrier, j'aimerais ici qu'on parle d'abord de la cartographie que nous a ici pondu Denis Kadima. Denis Kadima nous propose une cartographie qui oriente les électeurs dans un coin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est déjà confirmé que le Kasaï a une pondération élevée que toutes les autres circonscriptions. En termes de bureaux de vote déjà. Or, la conclusion c'est que dans les circonscriptions où il y a beaucoup de bureaux de vote, c'est là où on aura beaucoup des électeurs. Parce que si Kinshasa ne représente que 6% des bureaux de vote, par contre, les Kasaï représentent 25%. Vous avez la partie nord qui représente 11%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on doit avoir, même en termes de nombre de sièges qu'on aura, Kinshasa ne va rien représenter. Je ne crois même pas que Kinshasa peut atteindre 50 députés ou 40 députés en termes de répartition des sièges. Selon vous, qu'est-ce que Denis Kadima est en train de viser en octroyant une grande partie? Non, mais déjà que selon certaines sources qui nous informent que ce calendrier, Denis Kadima ne l'a pas fait avec les membres de la plénière, n'a pas fait avec les techniciens. On parle même de certains techniciens du pouvoir qui ont contribué, qui ont concocté à l'élaboration de ces calendriers. Parce que le calendrier n'est pas un calendrier électoral, c'est un calendrier politique. C'est un calendrier politique, c'est un appât, c'est l'hameçon qu'on jette aux opposants. Celui qui va mordre à l'hameçon ira directement au dialogue. Parce que je parle de la cartographie qui oriente les électeurs. Nous avons même ici les choix des pays à l'étranger. Aujourd'hui, je me pose la question, si on doit essayer les votes pour les Congolais qui habitent l'étranger, ne doit pas-on commencer ici au Congo-Brazzaville où on peut traverser au bout de 15 minutes, on arrive au Congo-Brazzaville, on récupère les bulletins de vote, on vient ici à Kinshasa, on laisse Brazzaville, on laisse l'Angola, on laisse l'Ouganda, on laisse les pays d'Afrique ici tout près, où on peut partir à 12h juste, on arrive à 12h15, s'il y a des anomalies, on quitte ici, on va jusqu'en France. Je me pose la question, s'il y a des couacs au niveau de la France, quelles sont les manœuvres que nous avons pour arriver jusqu'en France et régulariser la situation? Qui sont ceux-là? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les candidats doivent avoir des témoins jusqu'en France. Mais pourtant, on a ici Congo-Brazzaville. On pouvait bien essayer ici tout près. Ça veut dire que Denis Kadima n'a pas tenu compte. S'il avait fait avec les techniciens, Denis Kadima ne pouvait pas aller faire ces choix-là. Parlons même du recrutement. Moi, j'ai reçu des coups de fil des gens qui sont au Congo central. À l'époque, ce sont les bureaux, les CI, les bureaux d'identification ou sinon d'inscription, qui recrutent les gens qui vont travailler dans les bureaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous venez déposer les dossiers au Congo central, on envoie les dossiers ici à Kinshasa, et puis Denis Kadima envoie les listes lui-même. Et conséquence, on a des gens qui viennent de Kinshasa qui doivent aller travailler en province. Pourtant, on choisit les gens qui habitent les circonscriptions d'inscription parce qu'on vise la politique de la proximité. Celui qui travaille dans un bureau de la CENI doit être approximatif du bureau. Quand vous envoyez monsieur qui vient de Kinshasa, qui ne maîtrise même pas le Congo central, qui va arriver là-bas pour chercher son gain, je me demande, on va où? Alors, je veux seulement vous lire quelques paragraphes de cet article qui dit: si l'événement a donné apparemment, l'événement c'est la publication du calendrier électoral, si l'événement a donné apparemment l'impression d'être bien organisé, cependant, c'est très loin d'être le cas. Des observateurs attentionnés ont pu découvrir un malaise profond qui règne au sein du bureau de la CENI.
la décision de la publication du calendrier électoral a été partagée aux invités et non lue. Visiblement, le rapporteur a refusé de lire la dite décision. Allez-y rapidement comme ça. Je vais avancer avant de chuter. Parlons du calendrier électoral avant que je chute avec les contraintes, cher ami. Ici, lorsqu'on lit la loi, la Constitution de la République, la loi fondamentale définit la mission de la CENI. Lorsque la CENI sort du cadre légal, en quelque sorte, soit il y a violation de la Constitution, soit Denis Kadima prévoit, ou sinon on a promis à Denis Kadima de modifier la Constitution. Je vais lire ici le point 6, le tout dernier point pour tous ceux qui ont les calendriers. Je crois la série numéro 31, Denis Kadima parle des travaux d'harmonisation du fichier électoral avec les fichiers généraux de la population. Les attributions reconnues à l'ONIP. Lui parle d'harmonisation du fichier général de la population en vue de préparer les élections 2028. Est-ce que la CENI a pour attribution de faire un recensement ou sinon d'identifier la population? Je ne pense pas. Je me demande qui a donné ces attributions à Denis Kadima. Parlons des contraintes, cher ami. Je me pose ici des questions. Est-ce que les finances peuvent faire l'objet d'une contrainte? Ça, c'est des questions que je me pose. Pendant 5 ans, le gouvernement sait qu'il doit mobiliser des fonds pour permettre à la CENI d'être totalement indépendant. On parle même de financement des bailleurs de fonds que Denis Kadima il n'a même pas vu d'où sont passés ces fonds. On a dit ici que l'Union européenne a envoyé autant, que la France va soutenir. Tous ces bailleurs de fonds qui envoient l'argent, Denis Kadima ne voit pas. On nous parle de Covid-19. Pourtant, la République démocratique du Congo a déclaré officiellement la fin de Covid-19. On parle de Covid-19 comme contre. Je me dis, on se moque de qui? Alors, Moïse, je reviens à vous. Vous suivez comme journaliste de très près la question qui se pose au niveau du bureau de la CENI. On décrit, on dénonce, on alerte sur un malaise très 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 grave parce que Denis Kadima au début, il faut le dire, il a inspiré confiance à certains malgré tout ce qu'on peut dire sur la procédure qui a suivi son installation à la tête du bureau de la CENI, mais il a quand même su bénéficier de la confiance de certains politiques congolais. Mais maintenant il se pose un problème. Kadima qui organise un calendrier à partir de chez lui à la maison et il amène, selon les informations que nous sommes en train de lire ici, il amène au niveau de la plénière non pour être débattu mais en titre d'information il informe à la plénière, il informe aux membres du bureau qu'il y a un calendrier qui est déjà fait prêt et que je vais rendre public ces calendriers. Et il paraîtrait qu'il y a même certains accrochages au niveau du bureau de la CENI. Est-ce que les élections que nous espérons tous être transparentes, inclusives, apaisées, comme on l'a toujours voulu, on peut espérer? Bon, moi je vais choisir d'être un peu prudent. Vous savez, dans notre pays, quand on parle de sources bien introduites, des câbles, des consorts, c'est toujours compliqué. On ne sait pas toujours être fixé sur ce qui dit quoi et qu'est-ce qu'il y a. Dès lors qu'aucun membre de la plénière, les membres de la plénière sont à la CENI au nom de leur parti politique. Au nom de leur parti politique. Donc ils ne sont pas redevables normalement. Ils ne devraient même pas avoir peur d'un président qui lui aussi est redevable et doit sa nomination à une certaine plateforme. On sait toute la politique qu'il y a eu autour. Mais au moins les membres de la plénière sont à ce poste-là. Je prends notamment son vice-président et consorts. Ils sont là au nom de leur parti politique, de leur famille politique, donc n'ont pas de compte à rendre au président normalement. Mais on sait tout ce qui peut arriver après. Mais dès lors que ce sont des gens qui sont là au nom de leur famille politique, normalement dans un pays où il y a des hommes politiques de conviction, devaient être à même de pouvoir dénoncer un tel fait si ça s'avérait que c'était vrai. On ne peut pas se passer de la plénière pour faire passer une décision aussi sensible, technique et sérieuse comme le calendrier électoral. Mais bon, moi, parlant de la personne de Denis Kadima, par contre, ce qui m'inquiète, c'est où il nous amène. Déjà, moi, à mon niveau en tant que journaliste, je n'ai pas d'éléments matériels probants
qui prouve que Denis Kadima, c'est un expert électoral de renommée internationale. Vous remettez un peu à cause... Je n'ai pas d'éléments probants. Je ne sais pas s'il y a un pays qui peut affirmer que Denis Kadima était ici, il a organisé les élections, voilà ce que ça donnait. Moi, je ne sais pas. Je l'ai vu dans son CV, mais est-ce que le CV, c'est tout le monde? Non, mais il a organisé, il a été en Afrique. Oui, mais à part son CV, tu as vu ça où? À part dans son CV, qui est un document que tout le monde peut concevoir, dès lors que tu sais manipuler le Word et qu'on sort, tu peux manipuler. Donc, si tu as des éléments, tu peux me donner, moi, à ma connaissance, je ne sais pas, je n'ai pas de preuves. Moi, je ne suis pas là pour vous donner d'éléments. Vous donnez ce que vous avez, avez comme élément à la population. Donc, si vous n'en avez pas, donc, j'ai raison. En attendant que quelqu'un d'autre en ait. Donc, Denis Kadima, déjà, par rapport à son CV, moi, je ne sais pas. Et puis, ici, déjà, dans notre pays, de la manière dont nous sommes en train d'acheminer avec... le président de la CENI, ça nous inquiète. Nous sommes dans un contexte sécuritaire très fragile. Nous sommes dans un contexte préélectoral où on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et s'il faut rajouter l'insécurité qui peut nous amener des résultats d'une élection bâclée, on risque d'imploser. Donc, déjà, il faut commencer par dire que pour Denis Kadima, aujourd'hui, la plateforme des confessions religieuses est disloquée. Il y a le catholique et les protestants d'un côté. Non, il y a des doublements comme d'habitude. Hein. À cause de Denis Kadima, qui n'était jamais arrivé avant. C'est juste pour qu'il arrive à ce poste où il est. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, moi je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué, moi j'ai même appris dernièrement, parlant toujours de ces sources, j'ai même appris dernièrement que monsieur aurait fait des propositions. Maintenant, je rejoins encore Ben qui disait tout à l'heure de ce que le président de la CENI fait en envoyant lui-même des listes dans des centres d'inscription locale, mais ça, c'est du jamais vu. Et c'est avec ces quotas-là, les 60 000 postes qu'il a à pourvoir à travers ce processus d'enrôlement, qu'il marchande maintenant, qu'il accepte maintenant le silence des différents opposants. Moi, on m'a appris dernièrement même que celui qu'on appelle le président élu, Martin Fayoul, même lui a déjà été chopé dans... Il a été roulé. Non, mais parce que l'expérience, on a promis au président des choses qu'on n'a pas réalisées. L'expertise. Dans ce schéma de Denis Kadima, où on lui dit, voilà, moi j'ai 60 000 postes à pourvoir. Et puis si vous remarquez, ça date de... Martin Fayoul a été le premier à dénoncer le choix de Denis Kadima en 2021. Vous savez, tout ce qu'il y a eu. Il est même allé jusqu'à s'allier avec le FCC pour obtenir le départ de Denis Kadima. Malheureusement, il n'a pas tenu. Mais vous remarquez une chose, c'est que moi je l'ai dit sur ce plateau, je l'avais dit, que quand vous voyez le député Manara au bureau de la CENI, rassurez-vous, c'est ce même FCC qui l'a envoyé mais qui ne peut pas l'assumer. Et vous verrez avec moi que depuis que Manara a accédé au bureau de la CENI, même les manifestations ou encore ce qu'on appelle le bloc patriotique a cessé d'exister. Martin Fayoul, lui, comme l'annonce certaines sources, bon, cette fois-là crédibles, parce que moi j'ai au moins eu des personnes crédibles, ce dont je peux être sûr moi-même, c'est que le président lui aurait eu des assurances de la part de Denis Kadima par rapport au bureau des assurances. Des assurances. Comme quoi? C'est comme ça que... Mais par rapport au quota, dans la distribution des postes dans les bureaux dans les circonscriptions. Donc Kadima maintenant commence à promettre... C'est comme ça que vous verrez que le président est élu aux opposants. Même, je vous donne un élément. Depuis que le calendrier électoral a été publié, est-ce que vous avez entendu Martin Fayoul piper mot? Il n'a rien dit. Dernièrement, il a fait une adresse à la nation. Remarquez, il a parlé de ce qui s'est passé au ministre de Luanda. Il a parlé de ce qui se passe à l'Est. La question des élections, il n'a pas fait mention. Comme la manière dont vous connaissez le côté revanchard de Martin Fayoul depuis son élection, depuis sa défaite en 2018. Vous voulez dire que le silence de Fayoulou, en ce qui concerne les assurances qu'il a eu de Denis Kadima par rapport aux assurances reçues de Denis Kadima. Non, mais ça s'explique. Non, mais vous connaissez l'homme. Vous connaissez l'homme. Comment vous expliquez que depuis que le calendrier électoral a été publié, Martin Fayoul n'a pas pipé mot? Comment vous expliquez ça? Il ne l'évoque pas. Il ne peut pas en parler. Parce que déjà, il est dans un deal avec... Là, c'est Moïse qui l'a dit. Le président de la CENI qui, lui, se sert maintenant de ce poste-là qu'il a pour marchander et obtenir, faire passer son schéma. Et en plus... Il a dit que Denis Kadima n'était pas le problème. Le problème, c'était les secteurs. Voilà. Et puis, vous pensez que c'est cadeau. Vous pensez que cette déclaration était cadeau. C'est pas cadeau. Autre chose. Je ne sais pas si je te parle là, comme ça, on passe la parole Moi, je me demande... Puisque je parlais tout à l'heure du CV du président de la CENI. Il nous rassure qu'il y aura élection au Maïndombe, dans la province du Nord Kivu, même dans
dans Abunagan, tout ça. Où est-ce que lui, il prend toutes ces assurances-là? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, comment il explique le fait que le Kasaï se vide de ses populations? La moitié, près de la moitié de la population du Kasaï est partie soit dans le Haut-Katanga, soit à Kinshasa. Parce qu'il y a une pauvreté accrue dans ce pays. Est-ce que vous savez déjà qu'à ce jour, le MECA, la mesurette de maïs au Kasaï, coûte 18 000 francs contre seulement 2500 au Alors, Katanga. pour accentuer, je voudrais rappeler la déclaration qui a été faite par les collectifs des députés du Haut-Katanga qui ont justement décrié le fait que la population, le Kasaï s'est vidé de sa population avec l'exode vers le Haut-Katanga, Kinshasa, Bandundu. Mais on trouve qu'il y a... Et maintenant, à la CENI, il y a maintenant le sens inverse. C'est-à-dire là où il y a eu exode, on multiplie des bureaux de vote, et là où les populations sont allées, on diminue. C'est quoi la logique des experts? Moi, ça m'inquiète. Autre chose. Allez-y rapidement. Autre chose, parce que je vais surtout revenir sur... Moi, j'ai lu la déclaration, par exemple, d'Adolphe Mouzitou, qui est en train de déclarer, qui est en train de critiquer justement ce calendrier. Il a dit clairement que voilà, ce document, on ne peut pas le commenter, dès lors que c'est un document conçu par un bureau illégitime composé uniquement de membres du FCC et puis de l'Union sacrée. Compte tenu de ce qu'on a évoqué, c'est ce que disait Ben tout à l'heure, le tableau est plus clair. Denis Kadima est au service d'un camp politique. C'est ce qui est inquiétant parce que nous sommes en train d'aller vers les élections. Parce que là, en publiant les calendriers de l'électorat, ils ont déclenché le processus. Et vous savez très bien qu'à l'Est, dans l'Est, il y a l'UMT qui est en train d'avancer. Et à Kwamouts, et même ici à Kinshasa, il y a encore la situation qui est encore en train de se dégrader. Qu'est-ce que Denis Kadima est en train de nous préparer? C'est là même mon inquiétude. C'est ça qui m'amène aussi à douter justement de son CV. Voilà. Alors, Raphaël, au-delà de tout ce qui a été dit sur l'article d'alternance, sur un scandale au niveau du bureau de la CENI, il y a le député du Haut-Katanga qui il dénonce de manière claire, avec des termes précis, le complot où on trouve que Denis Kadima est en train d'organiser une fraude électorale à grande échelle. Ça, ce sont les députés du Haut-Katanga qui l'ont dit. Est-ce qu'on peut continuer à faire confiance au processus électoral actuel? Merci. J'ai vu dernièrement une paperasse circuler sur les réseaux sociaux et on nous a présenté ça comme un calendrier. Vite, comme compatriote, je vais dénoncer ici, comme l'ont fait mes prédécesseurs, cette mauvaise préparation d'une fraude qui ne dit pas son nom. Cette mauvaise préparation, je peux nommer ça d'une suite de révoltes qui vont suivre cette histoire de 2023, si jamais ceux qui se préparent pour aller au dialogue et le partage de gâteaux, comme l'habitude est congolaise, n'y est pas. Je parle du monsieur. Lorsque je vois la photo de Denis Kadima, son sourire là, la dernière photo voilà, son sourire là présente quelqu'un de sérieux. Non, mais là, il a même souri, mais pendant la publication du calendrier, il n'a pas souri. Pire encore, il n'y a que 2 membres qui ont porté les gilets de sensibilisation. Le reste de membres de la plénière, ce sont des tous gens derrière, visiblement mécontents de la publication de ce calendrier. Il y a un mécontentement. Nous connaissons dans ces pays. Moi, je ne sais pas si nous devons seulement avoir l'habitude d'exceller dans ce qui est mal. Nous connaissons qui est qui fait quoi. Il est là, pourquoi? Déjà, lorsque vous, un jeune, vous allez demander un poste, on vous dit qu'ils vous ont envoyé. C'est ça, c'est qu'on voit. Denis Kadima est venu mettre quelque chose dans sa poche. Dans sa poche parce qu'il y a quelqu'un, il y a un commanditaire, il y a un commandité. Il a un CV, hein, faut le reconnaître. Le CV, moi, je suis en train d'imprimer ça à chaque demande. Et je mets ce que je peux mettre pour me représenter à la demande.
Il a été expert en Afrique du Sud, donc. Dans sa famille, il a sa femme, ses enfants. Son expertise, c'est dans sa famille. Il met au monde, il sait comment entretenir ses enfants. Ça, au moins, l'expertise est avérée. Mais ce qui est ici, de ce que l'on parle, Denis Kadima n'a pas l'aura qu'il lui faut, n'est pas là pour aider la population, mais il est là pour ses fins. Voici ce que je peux dire. Déjà, parler après toutes ces têtes est difficile, mais j'ai quelque chose à dire. Allez-y. Il est là. L'exode existe. J'ai vu, pour ne pas citer le président d'Ensemble, qui disait déjà à l'époque, l'exode qui s'est fait, le déplacement de nos frères du Kasaï vers le Haut-Katanga. Tout est mauvais. Regardez ce qui s'est fait. Regardez l'engouement qu'il y a à Kinshasa. Regardez dans d'autres coins de la République. Mais pourquoi il y a je peux l'appeler, c'est bourrage déjà au départ de bureau. C'est parce que les élections, comme dans les précédentes actions, se préparent à une certaine manière. Il faut faire ça. Beaucoup de ceux qui ne veulent pas nommer le machine à voter seront dans des maisons, parmi les bureaux qui sont un peu éparpillés, là où on voit que ça va aider la personne pour qui on est venu travailler. On va mettre dans la maison et faire voter. Ce qu'il fait, mon frère Ben l'a dit, bon, soit on essaye avec les gens chez qui on a une certaine proximité et on peut agir, soit on n'essaie pas. Et on connaît. Moi, je suis beaucoup plus franc et je peux le dire aussi avec tout le risque que le président de la CENI est au service du président de la République. Regardez dans quel côté ou dans quel pays. Comment ça, il est dans une institution indépendante. Si vous m'aideriez à avancer, ça serait mieux. Non, il faut nous expliquer comment il peut être. Oui, je suis dans ces schémas. De la République. Je suis dans ces schémas. Regardez dans quel pays il est allé faire les semblants d'essais de vote de Congrès de l'étranger. Pourquoi il ne l'a pas fait à côté? Lui, Denis Kadima, quelle est déjà l'étude faite par lui de ce qui se fera en France, qui ne peut pas être fait au Congo-Brazza, même au Rwanda, parce qu'il y a le nôtre qui sont là. Pourquoi il est allé loin? Pourquoi il devrait voir là où le président peut-être a eu l'habitude d'étudier et faire quoi que ce soit? Il a des amis, il a une certaine familiarité avec les gens pour aller mettre l'histoire là-bas. Je rejoins mes aînés que je peux prendre le risque de citer ici, qui sont républicains au départ. Il y a Maître Laurent Onyemba qui, dans tous ses tweets, il y rappelle depuis que Denis Kadima est là que ce qu'il est déjà en train de faire est une fraude qui ne dit pas son nom et en préparation. Je vais citer Le France et beaucoup d'autres qui ont déjà vu dans cette personne un élément mauvais. Voilà ce qui s'est fait. La personne de Denis Kadima. De Denis Kadima, je ne parle pas de l'institution. Mais quand Martin Fayoulou, opposant farouche, pense que le problème ce n'est pas Denis Kadima. Nous avons un opposant dans ce pays. Ça doit interroger. Ça doit quand même interroger. Est-ce que nous avons un opposant? Parce que on ne peut pas être opposant pour être opposant. Nous devons être opposants sur une certaine dialectique. On dit que bon, on est congolais, on peut ne pas partager les mêmes idées, mais une chose qui dérange, on devrait l'opposer jusqu'à la fin. Ce n'est pas un moment où on a été servi. On fait ce que Olengako disait, un Africain quand il possède quelque chose dans la bouche, il se tait. Ce n'est pas ça être opposant. L'opposition d'abord doit partir de la tête. On s'oppose sur quoi, à quoi et pourquoi. Ce n'est pas aujourd'hui, on vous dit non, chez vous, quelque part, on vous donnera 3 bureaux qui serviront à vos fins et vous changez le discours. Les Congolais, nous sommes spécialistes dans le changement de discours du moment où on pense qu'on serait trop. Alors, toujours. Je parle. Ouais, toujours. Vous avez la parole. Vous avez tout le temps d'expliquer quand même votre pensée, cher frère. Je prends encore un article en rapport avec la CENI, par rapport, regardez la situation, je prends un seul exemple de la province du Sankuru, où des gens qui n'ont pas participé au test, mais qui ont miraculeusement réussi. Au test du magistrat. Au test du magistrat. Non, toujours pour le recrutement. Alors, la CENI. Je vous fais. Ça, c'est un article toujours d'alternance. Mais mon frère, est-ce que déjà vous avez présenté quelque chose dans ces pays et vous avez eu la méritocratie? En fortiori la CENI qui, c'est toujours des recommandations.
allez, circulez un peu. La méritocratie, ici, c'est seulement l'armée. Ça n'existe pas. C'est seulement l'armée au moment de recrutement ou de l'enrôlement. Bon, même les recrutements, là, on sait comment ça se fait. Non, mais on a besoin des gens là-bas, on n'a pas besoin de mettre de côté les autres. On ne va pas mettre de côté les autres, mais qui auront une certaine prépondérance, qui seront mieux traités que les autres. Même dans l'armée, il y a des recommandés. Il y a tout. Alors, dans ces pays, je peux prendre l'exemple. J'ai beaucoup de mes frères qui n'ont pas démérité, qui ont déposé leur candidature. Comme ils n'ont pas quelqu'un qui les soutient, qui vient derrière, ils n'ont pas été retenus. Mais qui sont retenus? Vous verrez, regardez bien, les gens, si vous avez une certaine précision de noms qui vont sortir, regardez-les avec les t-shirts des partis politiques. Donc, ils ne sont pas là. Oui, c'est une élection, c'est pour le parti politique, mais les gens qui viennent servir, comme serait Denis Kadima, serait une personne pas neutre. La neutralité n'existe pas déjà dans la scientificité, mais une certaine honnêteté dans ce que l'on connaît. Si l'on ne connaît pas, on peut faire outre. Déjà, c'est que lui, il est en train d'organiser. Est-ce une élection? Est-ce pire qu'avant? Il ne sera pas un Apollinaire bis. Il ne sera pas plus que celui qui vient, qui est mon... Corneille Nangaa. J'ai aimé, il commence à planter les aliments. Ça, c'est très bien. Il devient ce jardinier. Déjà, vous voyez qu'il était là... Corneille Nangaa devient jardinier. Oui, il a beaucoup de fermes. Il est en train de produire quelque chose. Non, c'est-à-dire... La maîtrise ferait que, après la CENI, on ait une certaine continuation, une certaine continuité dans ce que l'on connaît. Mais de la CENI à l'agriculture. Bon, sa spécialité était laquelle? Et alors, pour chuter... Ce qui est rare ici, c'est que ce sont des gens, quand ils viennent à la CENI, vous allez tout de suite comprendre que les gens au pouvoir... leur font des éloges, ils ont de l'expertise à la marque de Joseph de la Bible. Non, vous savez pourquoi? Il y a toujours le président de la CENI. Quels sont les critères du choix du président de la CENI? Les critères ne sont connus. Non, ils ne sont jamais indépendants. Non, maintenant, il faut d'abord être indépendant. Donc, dès lors que tu es pasteur, c'est un critère. Denis Kadima, si je me souviens, c'est le premier qu'on a eu, qui a un CV, je ne dis pas de faire avec, moi je parle encore du CV, qui a un CV où on vous dit, voilà, il a organisé les élections à tel... Mais Corneille Nangaa, il est arrivé, il n'a jamais dit qu'il était un technicien. Quels sont ses résultats? Corneille Nangaa, on l'a pris pour son indépendance, et puis deux, on l'a pris pour le fait qu'il était pasteur. Non, on a dit qu'il va être indépendant, il va être neutre, il va être... Parmi les deux, qui est déjà indépendant? Vous avez un indépendant. Je t'envoie sur le plan de texte. Non, mais le texte, on le viole. Nous avons les meilleurs textes. Dans le fait, on sait que... Nous avons le meilleur texte qui existe dans la République démocratique du Congo, qui souffre de leur exécution. Et pour finir, nous avons un pays qui est déjà en train de clignoter. Tout est en train de rougir. Mon frère Kadima, vous êtes un frère. Si réellement vous demeurez jusqu'à aujourd'hui congolais, pour ne pas parler d'autres qui ont ce qu'ils ont. Organiser, s'il le faut, quelque chose. Si vous ne sentez pas que vous êtes capable, faites la culture que les autres font, démissionnez. Vous aurez bien gardé votre valeur, vous aurez bien aidé la République, qui continue à être à la solde de quelqu'un pour faire souffrir la population. Attendez, parce que je crois que la question de la CENI, c'est une question très importante. Justement, je voulais revenir sur la question pour approuver. Alors moi, je vais vous donner la parole tout de suite, mais je voudrais qu'on accorde la parole à Merveille Bailégué, qui est arrivé. Certainement, il a connu des petits problèmes d'embouteillage sur terrain. Merveille, vous êtes arrivé pratiquement... Pas de problème d'embouteillage. Il y avait une forte pluie du côté de Mongafula UPN. Je suis même étonné de voir qu'ici au centre-ville, il n'y a pas de pluie. Cela prouve à suffisance que le Congo est tellement grand et que le Rwanda, c'est un petit village. Un petit village qui ne peut pas se permettre d'humilier la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si... À aucun moment de la vie. Ah oui. Et avoir le président rwandais se permettre de donner des leçons de démocratie à un pays démocratique, alors que le Rwanda
en soi, n'est pas un pays démocratique, ce n'est pas un modèle de démocratie. Alors, vous êtes arrivé en retard, mais vous avez droit quand même au biscuit. Allez-y. Ah oui, justement, puisque le Rwanda n'est pas un modèle de démocratie, moi, en tant que Congolais, je dois fustiger cela et je pense que sur ce plateau, tout le monde partage le même avis que moi sur ce sujet, parce que nous sommes tous Congolais, nous ne pouvons pas accepter qu'un petit pays, comme le petit Rwanda, justement, qu'un petit pays comme le Rwanda se permette un petit mesquin comme le Rwanda, un petit pays, à tout moment, le président rwandais parlait avec beaucoup d'arrogance, en fait, jusqu'au point de traiter un président élu démocratiquement. On va revenir sur cette question, Merveille. Oui. C'est parmi les thématiques. Je voudrais que vous gardiez le micro et prendre. Vous avez quand même droit à la parole, mais on va simplement réduire quelques secondes. Il n'y a pas de souci. Les retardataires ont toujours tort. On était en train de parler justement de la question de la publication du calendrier électoral, où on alerte sur un malaise sérieux au niveau du bureau de la CENI, dirigé bien évidemment par Denis Kadima. On nous dit, nous nous sommes référés à un article qui a été d'un confrère d'Alternance précédé, qui dit que cette décision n'a pas été débattue au niveau de la plénière, mais Denis Kadima a tout fait à partir de chez lui à la maison. Les autres disent qu'il l'a fait avec certains experts hors la CENI qui ont concouru à l'élaboration de ces calendriers, et les membres de la plénière étaient tous là comme des observateurs, et la décision est tombée. Et Denis Kadima n'a pas attendu un seul avis venant des membres du bureau. Ça, c'est vrai. Ce qui est sûr est qu'il y a un malaise au sein du bureau de la CENI, de la plénière. Ça, c'est une réalité, c'est un secret de Polichinelle. Et nous le savons aussi en tant qu'observateurs avertis que le calendrier publié par monsieur Denis Kadima est irréaliste. Écoute, c'est une forme de fantaisie, c'est un calendrier qui ne va pas se réaliser, qui ne va pas se concrétiser. Et lui-même d'ailleurs en a prouvé, en a donné la preuve, allais-je dire, parce que en donnant les contraintes, vous sentez que dans sa communication, il met vraiment un accent sur ces contraintes-là. Lorsque quelqu'un se permet de vous dire que pour que les élections soient organisées, il faut que l'insécurité à l'est de la RDC prenne fin. Chose difficile à l'heure actuelle. Difficile, écoutez, en moins d'une année en tout cas, sauf si un miracle s'est produit. Je suis chrétien, je crois au miracle. Sauf si un miracle s'est produit. Je sais qu'en moins d'une année, ou en une année, il est difficile que l'insécurité prenne fin. Je ne suis pas en fait pessimiste. J'ai loué les efforts fournis par notre président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais je suis ici réaliste. Et je sais aussi que la RDC a organisé les élections en 2018, les élections qui ont conduit M. Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays avec l'insécurité à l'Est. Il y a même eu une partie du pays qui a été exclue de ces élections. On a connu le cas de nos frères qui ont organisé les élections eux-mêmes, les élections qui n'étaient pas, bien entendu, comptabilisées pour le compte de la CENI. Et aujourd'hui, M. Kadima nous brandisse l'insécurité comme contrainte. Je pense que c'est mal choisi, c'est une façon pour lui de préparer le glissement. Et autre contrainte, lorsqu'il insiste sur le moyen, écoutez, le gouvernement doit donner à la CENI les moyens et le gouvernement le fera. Et ça, c'est une obligation. Ça, c'est une obligation. Est-ce que M. Kadima doit nous rappeler à tout moment que le gouvernement doit me donner des moyens? Le gouvernement laissé l'argentier national, M. Nicolas Kazadi, ne cesse de le dire, que le gouvernement met toujours
des moyens à côté. On a cité plus de 450 millions de dollars. Alors, déjà donnés à la CENI. Pourquoi monsieur Denis Kadima doit se permettre de nous dire aujourd'hui que si le gouvernement ne lui donne pas les moyens, il n'y aura pas élection? C'est là où je dis que c'est un calendrier fantaisiste. En fait, c'est juste une façon pour lui de nous faire croire que la CENI fonctionne, et surtout parce que sa venue à la tête de la CENI a été sujet d'une contestation. Il doit nous prouver qu'il travaille, mais il doit faire très attention. Vous savez, c'est vrai que la CENI est indépendante. Je vais chuter par là. C'est vrai que la CENI est indépendante. Mais il ne doit pas oublier que une fois à la tête de la CENI, l'opposition criait à un coup d'État. À un coup d'État, l'opposition était en train de pointer du doigt le président de la République en disant que le chef de l'État a soutenu la candidature de Denis Kadima parce que Denis Kadima, c'est son frère, et que Denis Kadima, c'est un ancien de la présidence de la République, et que Denis Kadima, en fait, était là pour aider M. Félix Tshisekedi à non seulement conserver les pouvoirs, mais à les garder le plus longtemps que possible. Et si Denis Kadima, en fait, nous conduisait à un glissement où n'arrivait pas à organiser les élections dans les délais, ça va confirmer l'hypothèse de l'opposition, parce que les gens comme les Martin Fayulu et les autres n'attendent que ça. Merci beaucoup, Merveille. Vous savez, la question de la CENI est tellement importante que ça peut nous prendre 2 jours de discussion. Mais la télévision, vous le savez, quand même, c'est le temps. On va devoir basculer pour prendre une autre thématique. Mais cela ne peut pas dire qu'on va vous empêcher, chers confrères, de revenir. Toujours dans votre temps, on va prendre la question liée à la sortie médiatique Paul Kagame s'est attaqué farouchement à notre pays. Je parle de notre pays parce qu'il s'agit du président de la République et qui représente la République démocratique du Congo. Certainement que vous l'auriez quand même suivi la position de Kagame face à Tshisekedi aujourd'hui. Est-ce que Kagame a-t-il menti? A-t-il dit la vérité? Est-ce qu'aujourd'hui Kagame est mieux placé pour nous donner, nous, Congolais, pays démocratique, comme on l'a toujours dit, des leçons liées à la démocratie? Merci beaucoup, cher Francis, pour la question. Je vais revenir sur 2 petites choses qui ont été dites sur ce plateau. Vous avez parlé de la déclaration du député du Haut-Katanga. J'aimerais ici vraiment fustiger ces... Très rapidement, et vous prenez la deuxième... Ce sont des vérités ségrégationnistes. On ne peut pas les soutenir, en tout cas. Si chacun des députés d'un coin donné doit se mettre à défendre son coin, je pense qu'on risque d'aller dans des sessions, ce ne serait pas une bonne chose. Parce qu'ici, on doit prôner l'unité nationale. C'est que si on veut revendiquer le calendrier électoral, on doit le faire dans les normes et non pas inciter la population katangaise à se soulever pour dire que nous sommes en train d'être marginalisés, parce que ça chauffe aussi de l'autre côté là-bas. Ouais. Et pour chuter par rapport à la question électorale, j'aimerais ici dire, peut-être que sur ces plateaux, les gens qui vont nous suivre, certainement, vont se dire, bon, qu'est-ce que nous avons contre Denis Kadima? Nous n'avons rien contre Denis Kadima, il suffit de sillonner. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir contre lui? Non, la dernière des choses, c'est que Denis Kadima a dit, nous commençons l'enrôlement le 24 décembre. Je pose la question, les gens qui nous suivent sont partout ici à Kinshasa. Dans quel coin de la République démocratique du Congo avez-vous déjà vu un cadre, un décor déjà planté, signifiant qu'ici, il y aura bien évidemment un bureau d'instruction où il y a des déploiement déjà qui s'est fait. Attendez le 24 pour les constater. Et puis d'ailleurs, un aspect qu'on néglige, nous sommes pendant la période festive, ici en République démocratique du Congo, qui va laisser ses enfants sans habits, sans nourriture, et aller faire la quai dans un bureau d'inscription de la CENI. Je ferme la parenthèse. Parlons de l'agression rwandaise de Paul Kagame, cher ami. Je n'aimerais pas ici soutenir ce que Kagame a dit. Comme Merveille a dit on serait dans l'unanimité sur ce plateau, sur la question. Mais si Kagame l'a fait, c'est parce qu'on a laissé une brèche. Je ne soutiens pas les propos de Kagame. Si Kagame a eu l'audace de tenir ses propos, c'est peut-être parce qu'on a laissé des brèches.
Je rappelle qu'ici, en 2018, lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, Kagame dirigeait l'Union africaine. Vous avez Uhuru Kenyatta qui a parrainé, vous avez l'accord de Nairobi. Ce n'est pas du ce n'est pas volontiers qu'il a fait. Il n'a pas fait ça sans gain. C'est-à-dire lorsqu'il a accepté de parrainer cette alliance qui est arrivée jusqu'au pouvoir, ça veut dire qu'il y avait des clauses, il y a des choses, il y a en contrepartie quelque chose que Uhuru Kenyatta attendait en retour, parce qu'aujourd'hui vous avez l'économie congolaise qui est en train de se pencher déjà vers le Kenya. Tout ça, ce sont des conflits d'intérêts. Si Kagame se permet aujourd'hui de parler de Félix Tshisekedi, c'est parce qu'en quelque sorte, on a fait un effort d'amener Kagame, parce que depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a toujours dit que Kagame c'était son ami. On a chanté pour Kagame ici au stade des Martyrs. Ça veut dire on l'a vraiment amené vers la maison, et il a eu l'audace de comprendre tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et je pense ici qu'il est grand temps, nous acceptons que le chef de l'État représente, lorsque le chef de l'État prend une décision, il les prend au nom de tous les Congolais. Il a fait des choix politiques qui n'ont pas produit de fruits. Il est grand temps de tourner les yeux ailleurs. Je prends un exemple, cher ami. Pensez-vous qu'aujourd'hui dans le monde, il n'y a pas des pays qui sont puissants, mais qui sont contre ce que le Rwanda fait, ou des pays qui sont puissants, qui sont contre ce que les États-Unis font, ou bien ce que l'Occident fait. Il est grand temps de se tourner vers ces pays-là, parce que les pays ne peuvent être stables que si les rapports de force sont équilibrés. Si aujourd'hui on peut trouver, au nom de la diplomatie agissante dont on parle ici, si on peut trouver des pays qui sont contre ce que le Rwanda fait, on peut se faire des alliés qui vont nous soutenir pour, n'est-ce pas ici, donner une bonne gifle à ces petits Rwandais, de telle en sorte que Kagame aura peur. Il va jusqu'à plus loin pour dire que la RDC ne maîtrise même pas c'est quoi une guerre. Nous parlons de la guerre. S'ils ne savent pas c'est quoi la guerre, ils doivent venir me poser la question. Je pense qu'on doit trouver des alliés qui sont déjà naturellement contre les Rwandais et qui sont naturellement contre les Occidentaux, et faire route ensemble avec ces alliés-là. Ils vont nous permettre de donner une bonne gifle à ces petits Rwandais. Merci beaucoup, Ben. Je donne la parole à Moïse. Vous aviez quelque chose à dire par rapport au premier sujet, mais dans l'entretemps, vous prenez la deuxième thématique. Quand Kagame dit que Félix Tshisekedi crée de l'insécurité à l'Est pour justifier le report des élections en RDC. Et quand c'est Kagame qui l'a dit, mais c'est étonnant. Déjà, il faut rappeler que le monsieur s'est arrangé pour rester à vie en remportant en 98% un référendum qui l'a amené lui à la tête. Déjà qu'il s'est déclaré candidat président en 2024. Parce qu'il a modifié la constitution à sa guise pour rester au pouvoir, je ne sais pas, jusqu'en 2034. Donc je ne sais pas la dernière fois où il y a eu des élections au Rwanda. Donc cette question, le mot, je ne sais même pas si le mot élection existe au Rwanda. Au Rwanda, donc je ne sais pas. Et je ne sais pas aussi si au Rwanda il y a déjà eu un président de la République qui va au stade ou qui va dans une salle avec les jeunes de tout le coin du pays pour parler franchement, où les jeunes sont libres de parler comme ça au président de la République. Donc sur ce point de vue, Kagame n'a pas de leçon à donner. Il a des notes, il devait prendre un stylo et un papier. Et rester tranquille en train de noter. Pour noter. Donc, mais puisqu'on parlait encore de Nika Dim, moi je pense que, pour conclure en fait mon propos par rapport au président de la CENI, je pense que c'est voulu tout ce qu'il est en train de faire. En fait, tu vois, Ben, il était en train de le dire ici. Comment tu veux amener les gens à venir s'enrôler en décembre, par exemple? Alors que tu sais qu'entre le 20 et le 5 décembre, les gens sont dans les fêtes. Déjà que l'autre fois, on n'était pas dans les fêtes, on n'était pas venu dans des... Mais c'est un expert, il sait ce qu'il fait. Vous n'êtes pas expert en matière électorale. Ça, c'est sur papier. Ça, c'est sur papier. Moi, j'entends qu'un pays nous montre où est-ce que Kadima a organisé ces élections. On veut voir ce qu'il a fait ailleurs parce que là, nous ne sommes pas encore rassurés. Et je pense, pour conclure, justement, je le disais tout à l'heure, je pense que le président de la CENI essaie juste de rendre le président Tshisekedi redevable envers lui. Pourquoi je le dis? C'est calculé. Il veut juste que... Il sait que Félix Tshisekedi, s'il organise les élections aujourd'hui, il les remporte. Non, mais dites-moi, dans le pays, on n'a pas quelqu'un qui peut faire face à... Non, mais je le dis clairement. Vous dites qu'aujourd'hui, s'il y a élection... Félix Tshisekedi remporte naturellement. Pourquoi? Parce que déjà Fayoulou, qui pense qu'il n'a pas d'espace à laisser à Adolphe Mouzitou, qu'il a minimisé le seul allié crédible qu'il pouvait avoir, il l'a minimisé. Et aujourd'hui, Mouzitou est d'un côté, Fayoulou de l'autre. Fayoulou ne va pas battre Mouzitou au Bandundu. Moi, j'ai fait le tour là-bas, dans le Bandundu, je vous dis,
J'ai vu des sièges. Mais Fayulu n'a même pas un siège. On sent actuellement que Mouzitou est proche du pouvoir actuel, du régime. Hein? Non, ça je ne peux pas l'approuver. Je ne suis pas porte-parole d'Adolphe Mouzitou. Je ne sais pas ce qui se passe les politiciens. On ne peut jamais dire jamais. Mais ce qui est sûr, moi j'étais dans le Bandundu, dans le Maindo, mais dans le Kwango, j'ai vu des partis politiques là-bas. Je pense que Mbosso peut encore parler. Mouzitou peut encore parler parce que Mouzitou a même un siège qui a la grandeur de ce bâtiment là-bas, à Kasongolou. Mais je n'ai pas vu. Mais du cas, les cas de Fayulu dans le Bandundu. Ce qui n'est pas le cas pour Fayulu. Non! C'est-à-dire que lui, il est encore dans ce qu'on appelle le bluff ici à Kinshasa, où il a Kanluka, où il a un peu un coin où l'élection présidentielle, c'est pas ça. Et puis il doit oublier ce qui s'est passé en 2018. Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux, Fayulu, au Bandundu, un opposant reconnu. Je vous dis que quand vous arrivez au Bandundu, vous êtes devant. 2018 aujourd'hui. Oui, mais quand vous arrivez sur le terrain, il a sensiblement reculé. Quand vous arrivez sur le terrain, je viens de Bandundu, vous savez que j'ai fait un mois là-bas. J'ai été au Kwango, au Maindombe. Martin Fayulu, on connaît Martin Fayulu, mais il n'a pas de base assise. Même un siège, il y a là-bas. Dans toutes ces deux provinces, ces trois provinces. Donc, je disais tout à l'heure que quand vous mettez Félix Tshisekedi dans cette configuration aujourd'hui, dans le pays, je ne vois pas quelqu'un qui va le battre. Donc, il faut que Denis Kadima arrête de vouloir l'aider. Il n'a pas besoin d'aide. Il faut que Denis Kadima arrête de vouloir l'aider. Il doit faire ce qu'il sait faire, ce qu'il nous a montré dans son CV et être pertinent. Parce que ça, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas surtout de la religion, c'est technique. S'il vous plaît. J'ai encore une autre chose, un autre point. Alors, chitez rapidement pour donc, la parole. Il doit arrêter de vouloir faire croire qu'il va aider le président Tshisekedi, parce que quand même vous voyez les sondages sur Twitter, vous voyez que Tshisekedi aujourd'hui en poste, il peut facilement remporter parce que la Constitution lui reconnaît. Pourquoi vous avez cette certitude? Parce que Tshisekedi. Non, moi j'ai fait des sondages sur Twitter. Il a changé des choses, il a fait... Bon, je ne parle pas encore de son bilan, mais moi je parle de l'opinion aujourd'hui. Quand vous voyez les sondages sur Twitter, sur les intentions de vote, c'est encore en tête. Vous savez que la plupart des gens qui sont sur Twitter, ce sont des gens qui mangent des hamburgers. Oui, mais si on doit analyser moi et vous sur ce point, on doit avoir des éléments. Pratiquement rien. Oui, mais c'est ce qu'il y a au coin de Kaluka, oui, mais nous, Akabe Akamwanga. Mais sur ce plateau, on n'a pas d'autres éléments sur lesquels on peut baser une réflexion, sauf ces sondages-là qu'on a encore jusque-là. Ce sont des échantillons sur lesquels je peux encore me baser jusque-là. Aujourd'hui, il y aura élection, il passe sous base de sondages sur Twitter. Je parle encore de Kagame. Vous savez, il y a un adage qui dit que quand tu es un enfant de Dieu et que tu fais quelque chose et que le diable t'acclame, tu dois t'inquiéter. Mais si le président Tshisekedi, si Kagame peut sortir autant de secondes jusqu'à aller dire vous savez tous que Félix Tshisekedi n'était pas élu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui coince du côté de Kagame. Alors pour cela, moi, en tant que citoyen, je vais soutenir Tshisekedi. Parce que c'est le premier président, c'est pour la première fois que Paul Kagame sort des secondes de cette manière-là pour aller dire clairement que voilà, Félix Tshisekedi, on fait ça parce qu'il ne veut pas organiser les élections. Félix Tshisekedi n'a pas été élu. Il cherche à faire désavouer Félix Tshisekedi par sa population. Et quand quelqu'un qui agresse notre pays, qui cherche à faire désapprouver notre président à la tête de ça, il faut pas. Ça, c'est un plan. Non, mais moi, je sens qu'on réfléchit. Ce qu'il a dit, il ne doit pas compter sur les Congolais. Justement, ça veut dire. Moi, si je dois tirer une conclusion en tant qu'analyste politique, en tant qu'intellectuel, je me dis clairement que Félix Tshisekedi c'était mal pour Paul Kagame. Alors, même si je n'approuve pas encore ces méthodes politiques dans le pays, je préfère encore qu'il reste là pour que Kagame souffre encore. Merci. Raphaël Odoubé, qui est là au regard de tout ce qui a été dit par le président du petit Rwanda, quelle est l'attitude que Félix Tshisekedi, en tant que notre chef de l'État, doit adopter pour le moment face à Kagame? La province rwandaise de la République démocratique du Congo n'a pas pour gouverneur un donneur de leçons. Vous voyez ces types-là. Il y a des gens qui, dans les criminalités, juste les regards signifient beaucoup. Lorsque vous regardez Paul Kagame, vous vous dites, il peut être qui? Mangeur d'hommes? Bon, c'est aussi un humain créé par Dieu. Paul Kagame a beaucoup de pouvoir en République démocratique du Congo parce que depuis très longtemps il a voulu y entrer, mais il a trouvé quelqu'un, un frère, un très bon frère, qui l'a pris par la main et est venu lui dire voyez ici à Tchango,
les gens de Tchango mangent un peu les évidents à 18h. Là, à Bandal, il y a... donc, il a réussi à pénétrer notre système. Il est dans le système. Je ne peux pas vous accuser de ça. Vous connaissez que le Rwanda, notre petite province, a infiltré même le bar en République démocratique du Congo. Ils ont les informations en temps réel. Vous savez qu'il peut être beaucoup plus étonnant. Une photo à la présidence, c'est à 15h02, c'est le Rwanda qui vous informe. Oui, c'est comme l'ancien gouverneur regrettait de ce qui s'est passé au Sénat. Donc, on a déjà partout de gens qui sont entrés. Regardez, c'est que celui qu'on a chassé ici, c'est celui qui ne méritait rien là. L'ambassadeur, c'est qu'il a dit en arrivant. Bon, je ne sais pas si c'est ça son nom. Regardez ce qu'il dit au Rwanda. Il arrive. Après, quand on les chasse, il dit, bon, le M23, ce sont des Congolais. Si vous ne voulez pas qu'ils restent là, ils vont venir où? Vers où? Faire quoi? Donc, c'est là chez eux. Alors, la question qui me vient beaucoup plus pour déranger ma tête. M23, Congolais. Problème, Congolais. Conflit, Congolais. Quel est le rôle du Rwanda? Quel est le sens de son intervention? Pourquoi nous, la RDC, devrions-nous parler avec le Rwanda pour sortir le M23 de chez nous? Est-ce que Paul Kagame ne voit pas qu'au moment au Congo, nous avons des intellectuels avérés pour réfléchir sur la question? Toi, tu n'es rien. Vous aussi, vous les consultez pour des questions. Pour ceux qui le prennent comme un exemple, ils peuvent le faire. Moi, je suis seulement dans une analyse un peu plus cohérente. Allez-y. La République démocratique du Congo a ses enfants aussi qui se sont rebellés, qui sont de M23. Quel est l'intérêt de Paul Kagame pour son intervention? Pourquoi lui, lorsqu'on parle avec lui, il dit qu'il va leur dire de se retirer? N'est-il pas en train de dire ouvertement que c'est lui qui est en train d'armer ces gens-là? Parce que déjà, c'est connu. Ce qui est aussi étonnant, là, je vais, pour décourager mon frère, Twitter n'est pas la République démocratique du Congo. Là, il n'y a qu'une petite minorité. Là, vous parlez de Moïse. Moïse, il n'y a qu'une petite minorité. J'ai parlé petite minorité qui ne représente réellement pas ce que l'on voit. Tout le monde qui est sur Twitter a au moins un smartphone, vit quelque chose de mieux. Il doit d'abord trouver des moyens de il a des mégas. Et là, il y a beaucoup de mes frères qui n'ont même pas mangé au moment où on se parle. Le président, s'il n'avait pas peur pour répondre à la question de Kadima, il n'aurait pas concocté tout ça. Il a peur parce que l'élection, ce n'est pas ce qu'on remporte en allant. C'est ce qu'on remporte au retour, après la publication. Il a peur, tout le monde dans ce monde a peur de ce qui vient parce que déjà la gérance est ce qu'elle est. Mais on ne peut pas beaucoup prendre... Non, la gérance. Oui, la gérance, c'est ce on peut les parler. À ce moment-ci, mon frère, à ce moment-ci, on ne va pas prendre notre invité. Le débat d'aujourd'hui n'est pas autour du bilan. Excusez, je suis en train de partir. À ce moment-ci, c'est l'unité, ce n'est pas la nudité. On peut se chamailler. Déjà, moi, je voudrais que lorsqu'on a des différends, que l'on éteigne le téléphone, que l'on se parle, que donner beaucoup plus de chance et notre fragilité aux gens qui ne peuvent rien, inutiles. Si dans la dictature, on peut pointer et comme Paul Kagame remplace les anciens dictateurs, c'est dans une certaine démocratisation de la chose. Paul Kagame ne peut même pas prendre un stylo. Il doit encore rentrer au niveau de maternelle pour commencer à apprendre chanter. Les notions de démocratie. Pas apprendre à chanter d'abord, c'est qu'une démocratie. Il est tout ce qu'il est. La République ne devrait pas, pour la prochaine fois, pour tous celui, voilà un conseil. J'aime beaucoup parler au président. Je suis par ces conseils. Voilà un conseil. Pour tous celui, moi, vous et beaucoup d'autres personnes qui seront présidents dans ces pays, prenons un peu plus de garde. N'agissons pas avec des sentiments. Ne voudrions-nous pas commencer à prendre tout le monde comme un exemple? Il y a des frères qui sont des frères éternels. Il y a des gens qui ne vous font des yeux doux que lorsqu'ils ne veulent quelque chose. Un frère et un ami. Faites le bon choix parce que le président nous a induit en erreur et voilà les retombées. Alors, Merveille, la question que je vous pose, c'est la même question. Oui. Quelle est l'attitude que Félix Tshisekedi, président de notre pays, doit-il adopter maintenant que Kagame a dévoilé sa vraie face? On le connaissait, mais peut-être que lui-même ne l'a pas reconnu. Maintenant qu'il lui-même l'a reconnu. Écoutez, avant, on accusait Kagame, mais il ne s'était jamais manifesté. Aujourd'hui, nous avons une preuve éloquente. Son discours, il a dit devant l'Assemblée nationale
du Rwanda. Ça veut dire que ça le coince autant. Ça veut dire que nous avons une preuve. Et pire encore, il touche l'institution président de la République. C'est le symbole de l'unité de notre pays. Et en même temps, voilà pourquoi moi ici, cette histoire d'abord de bilan, il faut mettre de côté. Je mets d'abord de côté. Moi, je suis ici en train de parler, de réagir sur la déclaration de Paul Kagame que je n'accepterai pas. Dans une maison, lorsque le voisin insulte votre père, traite votre père d'incapable, il ne vous respecte pas. Le voisin ne peut pas prétendre vous aimer et ne pas aimer votre père. C'est paradoxal. C'est ça. Et pire encore, Kagame, en fait, joue à la provocation. Pourquoi je dis que Kagame joue à la provocation? Parce que le discours que vient de tenir Kagame, c'est pratiquement le discours que Lamuka a l'habitude de tenir. Parler des élections, dire que Félix Tshisekedi... C'est tout ce que Martin Fayulu a toujours dit. n'a pas été élu, etc. Venir d'un Congolais, je comprends, nous sommes dans la démocratie. Notre pays, c'est la République démocratique du Congo. Mais venir d'un autre État, ça s'appelle ingérence. Venir de la République dictatoriale du Rwanda. La République dictatoriale du Rwanda, ça s'appelle ingérence. Aucun pays au monde ne peut accepter cela. Même le Rwanda, un pays où il y a la dictature, ils ne peuvent jamais accepter que la RDC traite Kagame et le Rwanda de tout ce qu'il a voulu dire. D'une dictature. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi, en tant que Congolais, je dois condamner cela. Et je pense que tout le monde sur ce plateau doit condamner cela. Parce que si nous soutenons les propos de Kagame, en fait, nous tombons dans son jeu, dans son piège. Cependant, cela ne doit pas nous empêcher de critiquer le président de la République, parce que nous sommes dans une république démocratique et que le dossier de la CENI, du mandat et du bilan, c'est à part. Ici, s'il faut entrer dans les débats de mes co-débatteurs, de mes confrères ici sur ce plateau, écoutez, concernant les bilans du président actuel, même nos amis de l'Union sacrée le disent que le bilan du président c'est à moins de 50%. Alors, lorsqu'on doit se permettre de dire sur ce plateau que le bilan de Tshisekedi est positif et qu'il sera réélu sans problème, ça s'appelle en fait de la prétention. Il faut faire très attention. Félix Tshisekedi doit, en fait c'est ce que je voulais dire, doit s'inquiéter s'il y a élection ou s'il y aura élection. Il doit s'inquiéter. Voilà même pourquoi il cherche à avoir le plus d'alliés qui est possible pour... Question de s'assurer. Oui, question de s'assurer et avoir un second mandat. Parce que s'il y va seul, en tout cas, il n'y a pas de magie. C'est difficile qu'il remporte les élections. Je vais même te donner une confidence. Selon certaines indiscrétions, beaucoup de cadres de l'UDPS seraient, je mets au conditionnel, seraient en train de créer des structures parallèles pour en fait accompagner après ou pendant les élections le chef de l'État, parce qu'ils ont compris que l'UDPS seul... Il y a même des partis politiques qui sont créés... L'UDPS seul risque d'avoir du mal à non seulement faire gagner le président l'élection présidentielle, mais surtout les élections législatives, parce que nous sommes, n'oubliez pas, dans un régime semi-présidentiel où il y a bicéphalisme de l'exécutif. S'il n'a pas la majorité, on risque de revivre la même chose. Le même scénario. FCC cache, etc. Et à la fin,
on vous dit que non, il n'a pas géré seul, il ne peut pas partager Merci beaucoup. Ben, vous avez 30 secondes pour conclure l'émission parce qu'on a largement, on fait déjà signe. Oui, allez-y. Juste placer un mot par rapport à ce que Merveille est en train de débuter sur ce plateau. J'aimerais ici dire la raison pour laquelle moi, je ne soutiens pas ce que Kagame a dit au président avec un mais à la fin. C'est parce que la décision, l'image, vous dites qu'ici c'est l'image de notre pays. Mais si c'est lui-là qui incarne l'image d'un pays, ne prend pas conscience de ce qui se passe, je me dis, on va ici défendre ce qui se passe, mais après on va revoir encore une autre scène dans ce sens. Vous allez voir, après-demain, mon frère, il s'est vu quelque part autour d'un verre, en train de rigoler. Qu'est-ce que nous allons devenir dans ces cas-là? C'est comme dans une maison, un papa qui va se saouler, il rentre comme ça, les voisins les menacent. Je défends papa, demain je défends, je dois par moment parler à papa pour que papa comprenne réellement que malgré que mon enfant me défend, prochainement, je dois plus répondre de telles choses. 30 secondes. Je vais en avoir une minute. Allez-y, 30 secondes. 30 secondes. Je vais devoir répondre à 30 secondes. Non, mais on ne se répond pas, on s'aide à avancer parce que les gens qui nous regardent... Allez-y, on a passé de temps. La République, pour finir, nous a aidés. Nous sommes devenus ce que nous sommes devenus parce qu'il y a la RDC. Sans celle-ci, nous ne sommes rien. Congolais, compatriotes, sauvons la RDC qui est en train de partir. La RDC est en train de chavirer parce que nous prenons beaucoup plus du temps aux choses qui ne font pas avancer. Beaucoup d'erreurs ont été commises. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas pris conscience. Prenons conscience, laissons le mal congolais de côté. Agissons, sortons les pays des occidentaux et des pays frontaliers qui nous veulent, qui nous en veulent et allons de l'avant parce que sans ces pays, la République, la vie va s'arrêter. 30 secondes juste Moïse, 30 secondes très rapidement. Bon, je ne vais pas pouvoir répondre parce que j'ai pas assez de minutes, mais je vais quand même évoquer quelque chose pour dire que pour Kagame, c'est bon pas la torse gratuitement, c'est parce qu'il y a des gens ici dans notre pays qui lui servent justement de relais. Je prends l'exemple rapidement. Vous verrez que depuis que nous avons commencé à parler de l'agression rwandaise, il y a M. Katumbi et Bemba qui n'ont jamais tenté d'égratigner l'homme. Non, ça c'est grave. Moi, je n'ai pas vu où il a dénoncé clairement l'agression rwandaise. Il parle d'une agression dans l'Est de la République, un complot. Il ne parle pas du Rwanda. Moi, je parle de nommer la bête. Personne. Les deux ne l'ont jamais nommé. Vous pouvez revoir le document. Donc ça c'est déjà un problème quand il s'agit du pays. Vous voyez, nous nous mouillons le maillot ici. Les politiciens sont en train de regarder encore leurs intérêts politiques et je comprends parce qu'on nous a dit que le pouvoir de RDC venait de temps en temps du Rwanda et maintenant que Félix Tshisekedi veut se libérer de ça, et il devient une cible et tant mieux parce que moi ça nous prouve on a intérêt à le soutenir. La dernière chose pour soutenir. Très rapidement, on a pas. On dit que la RDC est victime d'un complot. On vient de le voir, on ne l'a pas rappelé ici. Peut-être les gens à la maison ne comprennent pas quand on dit que la RDC ne doit pas négocier avec le M23. Parce que les gens ne savent pas que quand le Rwanda s'est fait porte-parole du M23 pour demander le dialogue inclusif, dialogue veut dire mixage, infiltration et occupation. Ça veut dire qu'on va prendre des communautés que le M23 va présenter comme des Congolais alors qu'ils sont des Rwandais, qui vont devoir habiter un territoire de notre pays parce que le Rwanda est aujourd'hui étouffé. Sa population est en train d'accroître, mais il n'a pas d'endroit où mettre sa population. Il n'a pas d'endroit pour l'élevage, qui est l'une des principales activités de sa population, l'élevage. Mais il ne sait pas comment il va faire son élevage parce qu'il n'a pas assez d'espace. Donc c'est ça le vrai problème que les gens ne comprennent pas. Comme ça, vous voyez que toute la communauté internationale, même l'Union européenne, est toujours là, allez dialoguer. La preuve même, l'Union européenne qui sait que le M23 est soutenu par le Rwanda, va débourser 20 millions pour soutenir l'armée rwandaise. C'est une flagrance, c'est grave. C'est grave. C'est une flagrance pour vous dire combien nous sommes victimes d'un complot et que au nom de notre pays, on est vrai, on va prendre conscience et savoir que notre sort n'est que entre nos propres mains. Voilà. Quelques secondes, mot de la fin. Écoutez, le Congo nous appartient tous. Ayons l'amour du Congo. Avoir l'amour du Congo signifie lorsque le Congo est attaqué, que ce soit par la voie des armes ou par la voie verbale, nous tous, Congolais, devons nous mettre, nous lier comme un seul homme et combattre d'abord l'ennemi et après venir régler nos différends ici à l'intérieur. Après, voilà pourquoi j'en appelle à une conscience collective. Évitons, mettons de côté d'abord nos divergences,
attaquons, j'ai bien dit, j'utilise le terme, attaquons les Rwandais à tous les niveaux. À tous les niveaux, faisons taire Kagame, faisons en sorte que le Rwanda puisse avoir un nouveau régime, un régime qui n'aura pas de problème avec la RDC parce que nous sommes des voisins. Nous sommes appelés à vivre ensemble avec les Rwandais, nous sommes des voisins. Le problème ici, c'est la personne de Paul Kagame et son régime. Parce que je ne cesserai de le dire, le peuple rwandais, la population rwandaise n'est pas, ou les Rwandais ne sont pas nos ennemis. C'est Paul Kagame et son régime politique. Merci beaucoup. Merci Raphaël. Merci Moïse. Merci Ben Kaïbe. Merci à Merveille. Merci à John Katembe pour la réalisation de cette émission. Merci à Joël Mouka qui était derrière les caméras. Merci aussi à Louis-France Kozekissa pour la coordination de cette émission. Il ne restait qu'à vous dire, vous, téléspectateurs de CML 13 Télévision, merci à vous. Merci à un téléspectateur de Congo Presse. Il nous suit tous les jours. Il s'appelle Papa Okiton, les banquiers. Il nous suit tous les jours. Il nous envoie des messages. Il nous encourage dans ce que nous faisons. Merci. Tout à l'heure, nous serons avec Nonon Kourou. Pas ici sur ce plateau par CML, mais dans une activité très importante pour sa vie. Il nous a conviés. On va être là. D'ici là, portez-vous bien. Le mardi à 11h, le rendez-vous est fixé. Merci et bonne soirée. Merci.